ça. Par exemple, si j'ai une ville, si je vais dans une ville imaginaire ou non, je la détaille avant, je me renseigne avant, j'écris tous les détails sur cette ville ou je la crée avant. Il y a un de mes romans, par exemple, j'ai mis presque 10 ans à créer l'univers, j'ai 500 pages en fait de background, l'histoire, le monde, des espèces qui l'habitent, les sociétés, etc. Bonjour, Jean-Luc Marcastel, auteur de romans imaginaires, jeunesse et adulte. Alors moi, je fais partie, comme je disais tout à l'heure aux jeunes qui étaient là-bas, je fais partie des auteurs architectes. C'est-à-dire que je travaille énormément mes textes avant. Je suis un peu le genre de cuisinier qui aime bien rassembler tous ses ingrédients avant de se commencer à faire la cuisine pour éviter d'avoir à courir chercher les œufs quand il se rend compte qu'il les a oubliés. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un plan très détaillé de mes romans, comme un scénario, en fait, chapitre par chapitre. Et après ça, je me mets à écrire tous les chapitres. Je prends mon scénario, je regarde aujourd'hui, j'écris quoi. Des fois, je mets tous les dialogues avant de me mettre à écrire, un peu comme une pièce de théâtre. Comme ça, après, entre guillemets, je n'ai qu'à poser la caméra et rajouter les descriptions, etc. Par exemple, si j'ai une ville, si je vais dans une ville imaginaire ou non, je la détaille avant, je me renseigne avant, j'écris tous les détails sur cette ville ou je la crée avant. Il y a un de mes romans, par exemple, j'ai mis presque 10 ans à créer l'univers, j'ai 500 pages en fait de background, l'histoire, le monde, des espèces qui l'habitent, les sociétés, etc. Après, la seule difficulté, c'est qu'on se rend compte qu'on n'en utilise que 10%, mais c'est pas grave, le lecteur sent qu'il y en a encore sous la pédale, que l'univers est plus vaste que ce qu'il y a dans le roman. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça, je suis un peu un bâtisseur d'univers. Et après, donc j'écris mon histoire, comme ça, ce qui fait que j'ai plein de dossiers de romans, même encore pas publiés, que je peux envoyer à un éditeur, lui disant, tiens, j'ai ça à te proposer, comme ça, ils savent exactement combien il y a de chapitres, combien ça va durer, etc. Et il me dit, bah tiens, celui-là, ça nous intéresse, on y va. Ben moi j'aime ça, comme je disais, j'ai fait des études d'histoire. Donc pour moi, l'histoire c'est un terrain de jeu extraordinaire. J'aime tirer les fils, faire bifurquer l'histoire. D'ailleurs, je sais pas, j'ai une série qui s'appelle Louis le Gallou, où c'est dans un Moyen-Âge parallèle où il y a eu un cataclysme, où la France a été brisée en deux par quelque chose tombé du ciel. Voilà, une espèce d'immense faille, d'où monte une lueur bleutée qui va changer d'horrible manière les hommes et les bêtes qui s'en approchent. J'en ai un autre qui s'appelait, bon, plus dit actuellement, mais qui s'appelait le Simulacre, où là, des extraterrestres avaient attaqué la Terre sous le règne de Louis XIII, et donc les mousquetaires se battaient à coups d'épée énergétiques, on était en train de construire la Versailles céleste au-dessus de la Terre, enfin bon, voilà, et là, je viens d'en écrire un qui s'appelle Inquisitrice, et qui se passe au début du XXe siècle, dans une France parallèle, où là, par contre, il y a eu, pendant la guerre de 1870 entre l'Allemagne et la France, quelqu'un utilise une arme terrible qui a fracturé la réalité, donc il y a des espèces de villes sous globe construites par Eiffel, etc., reliées par des trains gigantesques, voilà, et tout le reste autour est contaminé par une espèce d'organisme, et mon héroïne est une inquisitrice, parce que dans ces cités, il y a des créatures invisibles qu'on pense être des démons qui se déchaînent. Enfin bon, voilà. Et donc j'aime beaucoup jouer avec l'histoire dans différentes époques, voilà. J'aime bien les utiliser et les détourner. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'une de mes séries qui s'appelle Louis le Gallou. Dont le héros est un adolescent, un adolescent, à l'époque on dit pas adolescent, ça se passe au Moyen-Âge, mais qui se découvre la malédiction d'être galou, donc loup-garou. Alors pour moi, le galou, pourquoi ça m'intéressait? C'est pas le loup-garou en lui-même, mais pour moi, le loup-garou, c'est l'archétype de l'adolescence. C'est-à-dire, c'est le moment dans la vie où tout à coup on a le corps qui change, on n'en est plus maître, on a des poils qui poussent, tout à coup on se dégoûte soi-même, on a l'impression, voilà, et puis on a une énergie, une force dont on ne sait quoi faire et qu'on va devoir apprendre à canaliser, à utiliser. Et donc dans mon histoire, c'est tout le propos de mon héros, à qui on dit, tu as un grand pouvoir, mais tu devras l'utiliser pour faire le bien plutôt que pour faire le mal. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est ce que tu en feras. Et moi, je me dis que pour moi, c'est ce qu'on doit chacun faire, chacun d'entre nous. Moi, c'est ce que j'ai fait à travers l'écriture, à travers le dessin. D'autres, ça va être à travers le sport. D'autres, ça va être à travers la musique. Voilà, d'utiliser cette énergie à bon escient plutôt que d'aller brûler des voitures, par exemple. Voilà. Donc, pour moi, le galou, c'est intéressant par ça. Voilà, ce côté, on va dire, cette quête initiatique, quelque part, ce passage de l'enfance à l'âge adulte, entre autres choses. Voilà. Et dans chacune de mes histoires, par contre, j'essaye, une des choses que je fais quand j'écris une histoire, quand je fais le plan, j'essaie de réfléchir en me disant qu'est-ce que je raconte vraiment dans cette histoire, de quoi je parle. Et une fois que je le sais, ça me permet de dire, tiens, ça, c'est important de le faire ressortir. Ça, finalement, ça sert pas à mon propos, je peux l'écarter. Voilà, pour moi, c'est ça qui est très intéressant. Alors, est-ce que j'aurais écrit mes histoires? Alors, pas vraiment, mais je corrige beaucoup.
Voilà, je reviens, je coupe, comme je disais tout à l'heure, sur chaque histoire, on peut en enlever à peu près 10%. Il y en a toujours dit. Les auteurs, on a tout le temps tendance à en écrire un peu trop. On aime bien les belles descriptions. Moi, en plus, en tant que en tant qu'homme, je tombe souvent amoureux de mes héroïnes, alors j'ai tendance à trop les décrire. Il faut que je me retienne des fois. Il dit non, non, attends, arrête, ça va, tu l'as déjà décrit, elle est jolie, elle est comme ça va très bien. Hop, on arrête d'en parler. Donc on coupe, ça on coupe. Oui, je travaille, par exemple les phrases trop longues, quand on a tendance à mettre des, arrête de mettre des, enlève-les, mets des points. Donc voilà, je me livre à tout un travail de relecture. Moi, j'écris par contre, j'écris d'un seul tenant. Je ne m'arrête pas du début à la fin, je ne me relis pas. Par contre, après, quand j'ai terminé d'écrire mon roman, je me pose 1 ou 2 jours, le temps de me vider un peu la tête, de me sortir un peu de l'histoire, et j'y reviens cette fois avec un regard critique. Et là, je retravaille mon texte avant de le donner à mes correcteurs attitrés. Voilà. J'ai un côté très feuilletoniste. J'ai pris ça de plusieurs maîtres. Le premier, c'est Alexandre Dumas. Parce que ce côté où en fait il fallait que ça rebondisse à la fin de chaque chapitre pour que le lecteur n'ait qu'une envie, évidemment, c'est de lire la suite. Donc généralement, j'essaye de faire en sorte que chaque chapitre se termine par ce qu'on appelle un cliffhanger, le moment où le lecteur a le souffle, voilà, pour qu'il ait envie de lire le chapitre suivant. C'est ce que j'utilise aussi maintenant dans les feuilletons Netflix, etc., pour que les gens regardent la suite jusqu'à 4h du matin. Voilà. Donc moi, si mes lecteurs, à 4h du matin, ils sont encore en train de tourner les pages pour lire un nouveau chapitre, c'est que j'ai réussi mon coup. Et je fais des chapitres courts aussi, parce que je me suis rendu compte, moi, en tant que lecteur, que je préfère les chapitres courts, parce que c'est plus rythmé, et on apprend toujours des autres. Et donc, quand le Da Vinci Code, par exemple, était sorti, je m'étais demandé pourquoi ce livre a eu un tel succès. Qu'est-ce qui peut marcher dans ce livre? Donc, je l'ai lu, et je me suis rendu compte que les chapitres étaient effectivement très courts. Et j'en ai parlé à un de mes amis qui m'a dit « Mais tu t'as pas remarqué, c'est à peu près le temps d'une station de métro. Comme ça, les gens peuvent lire, ils se perdent pas, et hop, ils peuvent et continuer. » Et donc, depuis, c'est vrai que je fais des chapitres à peu près de 5 pages tout le temps. J'essaye de me maintenir à 5 pages. Et en plus, je trouve que ça aussi, c'est assez intéressant, que la contrainte est génératrice de création. C'est-à-dire, quand on se dit, tu as 5 pages pour raconter ce passage-là de ton livre, débrouille-toi comme tu veux, il faut que tu sois le plus efficace possible. On se débrouille pour trouver des manières, des fois, meilleures de dire quelque chose, etc. Voilà. Un peu comme les auteurs de BD quand ils doivent faire, vous savez, un gars comme dans Gaston, en temps de case. Voilà. Eh bien, ça oblige à être créatif. À quoi servent les histoires? Alors, je ne me rappelle plus du nom de la personne qui a dit ça, mais je trouve cette formulation très belle, qui dit « Les histoires ne servent pas à dire que les dragons existent, mais qu'ils peuvent être vaincus. » Je trouve ça très beau. Écoutez, moi je pense qu'on a toujours besoin un petit peu des mêmes histoires, des histoires qui parlent d'humanité, des histoires qui parlent de partage, d'amitié. Enfin, en tout cas, moi, c'est celle que j'écris et celle que je veux diffuser auprès des autres, voilà, qui essayent aussi de faire réfléchir sur nous, sur l'homme, sur son devenir, à travers le passé, soit un passé imaginaire ou un passé qui existe, sur le futur, voilà, sur plein de choses, en fait. Mais sur l'homme, au départ. D'abord de se faire plaisir, parce que d'abord c'est un plaisir, l'écriture, il faut, alors, comme je disais, il faut se faire plaisir, il faut être sincère, parce qu'on écrit vraiment bien que quand on est sincère. Je pense que le lecteur le sent, quand vraiment on est dans son histoire, qu'on a vraiment de l'émotion dans les mots qu'on a employés. J'ai envie de dire que l'écriture, c'est un peu une peinture, mais avec des mots. Voilà, des fois, le plus difficile dans l'écriture, c'est que des fois, on a une émotion dans la tête qu'on a envie de transmettre. Et des fois, les mots se laissent pas tordre comme on veut. C'est comme quand on a un dessin dans la tête, on a une image magnifique, et quand on la sort, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on avait dans la tête. Là, c'est un peu pareil. Donc voilà, se faire plaisir, être sincère, accepter la critique. Ça, c'est très compliqué, surtout au début, quand on commence. Et après, voilà, ne pas avoir peur même d'emprunter des chemins nouveaux. Voilà, même si des fois, les éditeurs, ça peut les freiner. Et alors, la persévérance. Parce que, par exemple, quand on est jeune auteur, admettons comme moi, par exemple, quand j'ai commencé à envoyer des textes à des éditeurs, souvent, la plupart du temps, on reçoit des refus. Au début, maintenant j'en connais 1 ou 2 autrices qui ont été acceptées tout de suite et qui ont eu du succès, mais c'est quand même des exceptions. Donc il ne faut pas se décourager au premier refus. C'est pas parce qu'un livre n'est pas accepté qu'il n'est
pas forcément bon, qu'il n'est pas bon. Ça peut être tout simplement que l'éditeur, il a déjà publié un livre comme ça dans l'année, il veut pas en publier un autre, parce que, je sais pas, c'était la mode des zombies alors qu'on a écrit un truc de loup-garou. Je prends des exemples. Donc, il faut pas se décourager, il faut persévérer. Et puis aussi la régularité dans le travail. Moi, je sais que j'écris tous les jours, histoire de maintenir l'outil affûté. Je dirais que le cerveau, c'est pas un muscle. Un scientifique ferait des bons comme ça s'il m'entendait, mais ça fonctionne de la même manière. Plus on l'entraîne à faire quelque chose, plus il est performant dans la tâche qu'on lui fait faire. Moi, je sais que d'écrire tous les jours, ça veut dire que le matin, quand je m'installe à ma table de travail, le cerveau se met immédiatement en position de raconter une histoire, et ça vient facilement. Si je m'arrête un certain temps, au début, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, la régularité et la persévérance. Et la sincérité. Je ne sais pas, c'est encore trop tôt pour répondre à cette question. Là, parce que j'ai pas mal d'amis qui me disent non mais tu vois, ça arrive à écrire, l'intelligence l'IA arrive à écrire, en fait ChatGPT, etc. arrive à écrire, mais ça transmet pas des émotions, etc. Ça arrivera jamais. Bon, je serais pas aussi absolu parce que bien on n'est qu'au début, c'est les balbutiements. Donc d'ici 10 ans, qu'est-ce que ça va pouvoir faire? Je ne sais pas. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on doit s'inquiéter? En tout cas, c'est en train de rentrer dans notre profession. Je sais que je connais maintenant des auteurs, de jeunes auteurs qui utilisent ChatGPT. Alors pas pour écrire, mais qui l'utilisent pour se faire relire. Qui l'utilisent, voilà. D'autres me disent ah ben ça peut être utile de regarder qu'est-ce que ChatGPT propose pour faire autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. J'ai un de mes amis auteurs qui voulait écrire un livre sur un meurtre pendant l'exposition universelle de 1900. Il a fait des recherches historiques, il a fini par trouver un meurtre, mais ça lui a pris du temps, faire les recherches, etc. Puis il a écrit son... Il dit, écoute, j'ai demandé à ChatGPT, je dis, voilà, meurtre pendant... Il dit, en 5 secondes, ça m'avait trouvé le meurtre, et ça me proposait 3 scénarios. Donc, quelque part, oui, c'est un peu inquiétant. Je sais qu'actuellement, par contre, c'est ceux qui sont les plus impactés maintenant, tout de suite, ce sont les illustrateurs, pour le moment. Mais nous, est-ce qu'on est à l'abri? Je ne sais pas. Est-ce que d'ici une dizaine d'années, un éditeur sera capable de faire la différence avec les progrès de l'IA entre... Je ne peux pas répondre. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant.